Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean. Tout ça, c'est le temps d'un café. Cette semaine, quelques news, puis on conclut notre bilan sur l'Organized Play avec un viewer et caster. C'est le retour de Val. C'est parti pour l'épisode 52. 52e épisode, ça veut dire un an. Chaque semaine, sans interruption, il y a eu Café Magic et j'en suis pas peu fier. Pour fêter ça, j'organise un concours sur Twitter pour gagner une altère. Il va falloir liker et retweeter un tweet que vous allez voir apparaître aujourd'hui ce dimanche, un bamboozle foil altéré par mes soins, altéré pour ressembler à la seule carte du P9 légal en commandeur, le Time Twister. Donc allez sur Twitter pour retweeter ça, pour avoir une chance de gagner cette carte que je trouve ma foi très jolie. Et le concours va s'arrêter mercredi prochain à 20h où je ferai les résultats pendant un stream. On va aller voir effectivement Gather Town, ce petit événement qui a été organisé par Wizard. C'est une espèce d'application sociale où tu peux te balader dans un monde dans en fait les collèges de Strixhaven et rencontrer des gens. On va aller visiter ça, regarder le contenu et on en profitera pour faire le tirage au sort. On passe à autre chose, sinon un secret de l'air un petit peu particulier qui a été annoncé cette semaine. 5 terrains de base sans illustration. On connaît le full art, maintenant c'est le full texte. Une blague rigolote, faite pour nous par Wizard, qui vient de Reddit en fait, ils l'ont fait enfin, il n'y a que du texte sur toute la carte, c'est rigolo. Bon, je sais pas si c'est pour autant une raison de dépenser 30€ dans 5 terrains de base. Vendredi dernier, il y avait un événement FNM at Home sur Magic Arena. C'était un événement sur ce soft qui permettait de gagner pour 2 personnes 25 000 $. En effet, il y a ce mec MrBeast, un influenceur qui a apparemment fait gagner juste de l'argent à des gens. Bon, il a participé sur Magic Arena à cet événement de Wizard. Tu pouvais jouer contre des gens en standard et tu sais pas quand tu pouvais tomber sur MrBeast. Et 2 des personnes qui l'ont battu auront gagné 25 000 $. Un peu étrange, mais assez rigolo. Ça mange pas de pain pour nous et ça fait un truc sympa qui peut-être fera découvrir Magic à des gens autres que ceux qui le connaissaient déjà grâce à MrBeast. Et j'ai la chance cette semaine d'avoir avec moi Val de la chaîne Val EPL Magic Arenafre. Comment ça va Val ? Ça va très bien et toi ? Ça va, je suis très content de t'avoir à nouveau sur Café Magic. En plus, j'ai eu l'honneur et la chance de participer la semaine dernière au Rossez-vous, si vous pouvez, contre mon compère Quentin de Magic C'est Chic. On a brou, on a joué du standard post-Strixhaven, on a essayé des nouvelles cartes, c'était très sympa, même si j'ai malheureusement perdu. Et donc, toi, t'en as pensé quoi de ce standard de Strixhaven ? Ouais, déjà merci, je suis très content d'être ici. Bon café à tous pour le coup. C'était sympa ce Rossez-vous. Nous, on adore les Rossez-vous qui sont post-sortie d'extension en standard parce que c'est les Rossez-vous les plus intéressants. Ça pousse les joueurs à tester des nouvelles cartes et du coup, pour le côté divertissant, entertainment, c'est les meilleurs moments, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'un des formats phares du Rossez-vous, c'est l'historique modifié parce que les gens arrivent avec des decklists qui n'existent pas globalement et je crois que les joueurs de Magic, ils aiment bien la surprise. On y reviendra, ça pourra faire l'objet d'un point intéressant pour la suite de notre discussion. Et qu'est-ce que j'ai pensé du standard Strixhaven plus largement ? Je crois que globalement, il y a un petit problème avec le standard Strixhaven ici. J'en ai déjà parlé notamment sur Twitch et sur YouTube, et je pense qu'il y a 2 facteurs que l'on peut corréler les uns avec les autres et qui expliquent que le standard Strixhaven, actuellement, il n'est pas trop mis en avant. C'est-à-dire qu'en gros, pour l'instant, il n'y a pas énormément de nouveautés en standard. Il y a une triplette bien dominante qui a été établie notamment par le Kaldheim Championship et tous les tournois au préalable. C'est-à-dire que Temur Adventure, Sultai Ultimatum et Dimir Rogue ont l'air d'être assez loin devant tout ce qui peut se jouer à côté, quoi. Et j'ai la sensation que Strixhaven, ça va pas forcément faire bouger les choses. Il y a 2 facteurs, du coup, comme je disais, qui peuvent expliquer ça. C'est que le power level global de Strixhaven, bien que très intéressant avec notamment les mécaniques comme les leçons, paraît être insuffisant pour faire bouger les lignes d'un format dominé par Eldraine, typiquement. Eldraine ou même d'autres extensions qui sont aussi d'un bon power level, quoi. Je pense à Teros avec ses mécaniques Doomfortal et compagnie. Et le deuxième facteur, c'est que dans Strixhaven, on a vu l'arrivée des archives. Et les archives, c'est des sorts puissants
qui ramènent à la nostalgie de beaucoup, beaucoup de joueurs. Et ces archives-là, elles sont seulement légales en historique. Et du coup, ça a déplacé la hype de début de format sur l'historique, alors qu'habituellement, elle est plutôt sur le standard. Donc déjà que Strixhaven paraît avoir un power level peut-être trop faible pour impacter le standard. En plus, les créateurs de contenu, les génies du deck building, les compétiteurs sont plus intéressés par l'historique. Donc il n'y a pas cet effet hive mind, cet effet conscience collective qui tryhard le format et nous sort les meilleurs decklists en 1 ou 2 semaines en standard. Bah là, pour l'instant, c'est pas le cas, quoi. Les gens tryhardent globalement en historique et il n'y a rien d'assez obviously puissant en standard pour venir faire bouger les lignes du format actuel. Ça ne veut pas dire que Strixhaven ne recèle pas de quelques secrets, mais ça veut dire que pour l'instant, ils n'ont pas été trouvés et je pense que globalement, ils n'ont pas été vraiment cherchés. Après, au moment où on enregistre, il y a tout le circuit SCG Tour qui est en train de jouer. C'est pas impossible que lundi matin, au réveil, on ait 2-3 surprises. D'accord, intéressant. Bah, un petit peu dommage pour ce standard. J'espère que ça va s'arranger. Mais du coup, tu as commencé à parler des archives mystiques qui ont dû tout casser dans l'historique. Comment ça se passe dans ce format? Ouais, bah là, pour le coup, c'est vachement plus intéressant, mais moi, je trouve que ça casse une dynamique que j'aimais bien, qui avait été mise en place par Magic Arena. Ils ont mis un certain temps à trouver ce fameux rythme de croisière qui est sortie d'extension, 4 à 6 semaines pour solve le méta et donc du coup résoudre un petit peu cette équation de quels sont les meilleurs decks. Une fois qu'on a trouvé quels étaient les meilleurs decks en standard, on passe sur l'historique, on s'intéresse à ce format-là. Pareil, 4 à 6 semaines pour trouver quelle est la méta, en tout cas les meilleurs decks d'historique. Après, il reste quelques semaines jusqu'à la sortie de la nouvelle extension qui sont rythmées par les spoils et le fameux cube sur Arena qui est fort sympathique. Et puis, hop, la nouvelle extension sort et on repart sur ce rythme-là. Et là, en fait, les archives mystiques et la hype sur l'historique, elle a complètement inversé ça, quoi. On est, dès le début de l'arrivée de Strixhaven, intéressé par l'historique parce que les archives mystiques, c'est, je sais plus, une cinquantaine de spells super puissants qui rappellent à la nostalgie des joueurs de Duel Commander ou de Legacy, par exemple. Et bah forcément, les gens, ils ont envie de jouer ces cartes-là, quoi. Et du coup, non, en historique, pour le coup, il y a beaucoup de nouveautés. Des decks contrôle qui sont super intéressants. Je pense à Jeskai Control, qui moi, je trouve vraiment fabuleux ce deck-là. On voit l'arrivée de Rogue en historique, qui est quasiment la même decklist qu'en standard. C'est peut-être à se poser des questions sur le power level de Rogue en standard, typiquement. On a les decks Phoenix qui profitent de Faceless Looting pour les joueurs de Moderne qui ont pleuré son départ. Il y a plein de choses à faire, quoi. Et encore là, je pense que j'effleure à peine la profondeur du truc, quoi. On est dans le Far West, il y a des nouveaux decks, des vieux decks qui sont rendus plus forts. Ça a l'air merveilleux l'historique. Et grâce, comme ce que tu disais, grâce aux archives mystiques entre autres. Et j'ai une question bonus pour toi. Il y a une archive mystique que je comprends pas trop, qui a l'air super, qui est beaucoup jouée. C'est Abundant Harvest, la récolte abondante. C'est un cantrip pour un vert qui va chercher soit la prochaine carte non-land, soit le prochain terrain que tu as dans ta bibliothèque. Donc les archives mystiques, un sous-set de reprint, mais elle a été print nulle part. C'est quoi cette carte? Ouais, c'est étonnant. Alors, de ce que j'ai compris, et tu me corrigeras peut-être si je dis une erreur, c'est une carte qui a été print en avance et qui va se retrouver dans Modern Horizon 2, si j'ai bien compris. D'accord. Et donc, du coup, on est sur une espèce de reprint à Vorler, une espèce de flash forward. C'est quand même très bizarre. Et cette carte, effectivement, elle est jouée partout. Ce matin, je regardais une vidéo YouTube de Zan Sayed, qui est un gros grinder du circuit Star City Game, qui est quand même pas un demi-bonhomme dans Magic, qui est assez chaud et qui splash vert dans tous ses decks pour cette carte-là. C'est-à-dire qu'il splash un cantrip tellement il la trouve puissante. Je ne sais pas si c'est justifié ou s'il grossit la chose, mais c'est vrai que c'est juste un cantrip qui va te donner forcément ton prochain land ou ton prochain spell pour un mana et en vert, alors qu'habituellement les bons cantrips sont bleus. Je pense que c'est en train de devenir un staple automatique de pas mal de formats, quoi. On pensait que Brainstorm remue-ménage, ce serait le nouveau cantrip de l'historique. Et bien en fait, il y en a un qui a l'air encore meilleur et qui marche bien avec Brainstorm. C'est assez rigolo. C'est clair. Ouais, il marche bien avec Brainstorm, mais il nécessite surtout pas d'avoir des passages merveilleux pour vraiment se rentabiliser au maximum, quoi. Exactement. Pas de fetch, mais d'autres manières finalement de mélanger, notamment grâce avec cette carte. Bah, je pense on est loin d'avoir tout vu sur le standard et sur l'historique. Bien sûr, il y a encore plein de choses à faire, mais c'est super d'avoir ce petit avant-goût. Merci Val pour ça. Bah avec plaisir. Je profite juste pour dire que Strixhaven, effectivement, le power level est diminué et c'est pour ça qu'il s'inclut assez mal dans un standard qui est quand même pas mal puissant. C'est pas une critique ou une mauvaise chose, hein. Je pense que c'est bien que le play design opère une espèce de
comment dire, de déconstruction du power creep. C'est en gros que les extensions deviennent un petit peu plus faibles parce que c'est des extensions qui déjà pourront peut-être briller à la rotation en septembre. Et globalement, on n'aura pas un format qui est dominé de la tête et des épaules pendant 1 an et demi par une extension trop puissante. Donc Strixhaven, actuellement, ça ne s'épanouit pas parce qu'il y a Eldraine, mais ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne extension qui pourra pas s'épanouir plus tard. Donc on a un avenir heureux pour Strixhaven dans le standard, ça me fait plaisir. Depuis 3 semaines, on fait un petit peu un bilan sur ce podcast du nouvel Organized Play, en fait des changements qu'on a vus depuis 2 ans à peu près du Pro Tour, du système compétitif, avec la disparition des Pro Points, la création des ligues MPL et Rival. Et donc j'ai vu avec Guillaume Gauthier qui représentait en gros les grinders et il nous a expliqué sa frustration, un peu une perte de sens à cause de ce nouveau système. J'ai vu la semaine dernière Raphaël Lévy, lui qui en tant que pro de longue date nous a raconté la difficulté de travailler dans la MPL, à quel point c'est dur et un peu incompatible avec une vie normale en fait. Et toi, parlons-en. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans ces 2 témoignages ? Ouais, alors déjà, j'ai été impressionné par Guillaume Gauthier et par sa capacité d'analyse et surtout comment dire, d'avoir résumé et d'avoir mis en forme toutes ces idées dans sa tête pour développer tout cet argumentaire sur l'organized play au fil du temps depuis le 2018. Moi aussi. Donc déjà impressionnant sur Bravo. ce point-là, très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Raph qui était très humain. Oui. On a tendance à les déshumaniser, les joueurs compétitifs, les joueurs MPL. Et moi, le premier, ça fait plus de 10 ans que je regarde de la compétition. Et pour moi, ce sont tous des dieux intouchables, tu vois, surtout les Hall of Famers et tout. Et en fait, Raph, il te rappelle que non, ils sont des humains avant tout et qu'ils peuvent faillir, quoi. Et que notamment l'organized play, le calendrier des événements et tout, bah, ça peut les impacter au-delà de Magic, quoi. Et je crois que c'est un bon rappel. C'est un rappel utile pour tous les gens qui peuvent déshumaniser ou idolâtrer les meilleurs joueurs du monde, quoi. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et si je voulais te recevoir toi en particulier, c'est parce que, comme tu l'as dit, tu es un fan de ces événements depuis longtemps. En plus, tu commentes sur Twitch le live officiel français des Pro Tours, maintenant des Championships avec ton compère PL. Et donc, tu es un petit peu la personne parfaite pour parler de l'expérience de viewer, d'auditeur de ces événements-là, de spectateur de l'Organized Play. Et de ton point de vue, quels ont été les changements marquants de ces dernières années niveau diffusion et niveau réception ? C'est compliqué de répondre à cette question parce qu'il y en a eu plein des changements. Ouais. Tu as eu les fameux changements dont Guillaume Gauthier a parlé lors de la mise en place de la MPL, notamment avec l'arrivée de Magic Arena, le fait qu'on passe à une ligue fermée de 32 joueurs MPL qui ensuite est passée à 24, mais qui s'est ouvert à une autre ligue fermée aussi qui sert de sas entre les challengers et la MPL, qui est la Rivals League. Donc en fait, il y en a eu plein. Après, il y a eu la situation régionalisée avec les Players Tour, qui était un organized play, on pourra peut-être en reparler, qui, moi, me convenait plutôt bien, cette situation avant Covid. Et puis ensuite, là, on a l'organized play qui a quand même su réagir avec la situation du Covid. Mais évidemment, il y a plein de choses à redire. Avant qu'on rentre dans tous ces débats de l'organized play et tout, je vais quand même juste préciser quelque chose, parce que moi, je consomme d'autres TCG, et tous les TCG que je les consomme de manière compétitive. Pas forcément moi en tant que joueur, mais au moins en tant que spectateur. C'est-à-dire que ce que j'aime le plus, c'est la compétitivité dans tous les TCG. Et j'en consomme beaucoup d'autres. Et il faut se rendre compte que Magic, avec la situation du Covid, a quand même eu une continuité de son circuit compétitif, une réaction instantanée que tous les autres TCG n'ont pas eu. C'est-à-dire que actuellement, si tu es joueur de Dragon Ball Super Card Game ou Yu-Gi-Oh, pour prendre des TCG un petit peu connus, la seule chose que tu as actuellement, c'est des tournois, des Open en webcam, avec du coup des setups qui ne sont pas du tout qualitatifs, en format papier, sans soft numérique pour les supporter, aucune continuité compétitive, la disparition totalement de tous les événements que nous, on a la chance d'avoir conservés, c'est-à-dire les Mythic Championships, les Pro Tours et compagnie. Donc, avant de pouvoir critiquer ce qui se passe sur Wizard et sur Magic, parce que c'est ce qui nous intéresse, il faut quand même se rendre compte que tous les joueurs de cartes actuellement n'ont pas la chance de jouer à Magic. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est à préciser. C'est-à-dire que qu'importe toutes les erreurs qui ont été faites par Wizard of the Coast avec la situation du Covid ou avec ce nouvel Organized Play depuis 1, 2, 3 ans,
ils ont quand même une situation, au vu de la situation sanitaire, qui est enviable par la plupart par quasiment tous les autres TCG. D'accord. Mais c'est important de le préciser, effectivement. Moi, j'ai la tête dans le guidon, je ne regarde que Magic, et il faut le dire quand on se débrouille bien, quoi. Ouais, ça il se débrouille plutôt mieux que les autres, quoi. Et donc, ce qui a changé globalement, le truc qui a principalement évolué avec notamment l'arrivée de Magic Arena, si on oublie la situation du Covid, bah, c'est cette histoire de ligue fermée, en fait. Mhm. Cette histoire de MPL, de Rivals. Mais tu vois, en tant que spectateur, si tu prends pas le côté joueur compétitif, joueur professionnel et grinder où tu grindais tes fameux statuts, comme en parlait Leland, où tu essayais de passer gold, plate et compagnie pour pouvoir avoir un revenu ou peut-être te qualifier au Pro Tour, ou si t'es pas joueur Hall of Famer, invité à tous les Pro Tours et compagnie, la mise en place de la MPL et de la Rivals League en tant que spectateur, c'est à minima, tu t'en fous, et à maxima, bah, c'est cool. Tu vois, ça permet de créer un peu de storytelling, de développer des marques. Mhm. En tant que spectateur, c'est plutôt une bonne chose. Le problème, c'est comment c'est vécu de l'intérieur pour les joueurs et pour les grinders. C'est vrai. Tu comprends pas forcément comment se qualifier à ces ligues parce que ça c'est très mystérieux, mais tu comprends qui sont les professionnels, qui sont les joueurs. Il me semble que l'un des buts c'était la personnification des compétiteurs et des compétiteuses, et c'est un pari a priori plutôt réussi, non? Ouais, bah en termes de starification, je trouve que la MPL, ça a fait du bon boulot. C'est peut-être pas encore assez aux yeux de certains, peut-être trop pour d'autres. Mais globalement, c'est sûr que le grand public, le public casual de Magic, connaît nettement plus les gros joueurs actuellement, depuis Magic Arena et ce système-là, que ce n'était le cas avant, c'est sûr et certain. Donc sur ça, c'est plutôt un pari réussi. Et nous, en tant que casteurs et spectateurs, c'est super d'avoir une ligue comme ça et de pouvoir identifier que ce joueur-là, il est joueur MPL. Avant, l'identification maximale, c'était ce joueur-là, il est Hall of Famer, Oui, globalement, comparé. d'accord. Et moi personnellement, je comprenais pas trop c'est quoi, qui est Platinum, qui est Gold. Donc finalement, niveau viewer, c'était peut-être pas plus mal. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux aborder sur ces changements depuis 2 ans de l'OP? Ah, il y en a eu tellement que c'est un peu compliqué. Là, je pense que les changements qui déplaisent le plus, ils sont en partie liés à la situation du Covid, je pense. Euh, il y a un truc qui a beaucoup déplu, qui fait beaucoup débat, et Raph en a longuement parlé, c'est ces Weekend League. Hmm. Les fameux League Weekend, je pense que c'est la chose qui fait le plus débat. Alors, au moment où ça a été annoncé, en tant que spectateur, moi, je trouvais ça sympa. Hmm. Je dis, bah, c'est trop bien, je vais pouvoir voir les meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent de manière, je crois que c'est quasiment bimensuel, en fait. Bah, c'est trop bien, je vais voir du grand Magic de manière assez régulière. Et en fait, il se trouve que dans l'application et dans les faits, c'est un truc qui n'a pas passionné les foules. Et qui, même moi, en tant que spectateur, parce que ça, pour le coup, je ne l'ai pas vécu en tant que cast, mais en tant que spectateur, bah, c'est pas si passionnant que ça. Et je m'explique, en fait, on perd l'exceptionnalité de la chose. C'est-à-dire que quand tu regardes un Pro Tour et que Gabriel Nassif joue contre Polo Vitor Damodarosa, bah, tu te dis waouh, quelle ronde incroyable. Et tu vas mettre ça au cast et tu vas te dire ok, ça c'est de la table filmée de qualité. Hmm. Mais quand il sait qu'en fait ils vont s'affronter 4 fois dans l'année parce qu'ils ont des week-end league ou étant tous les deux joueurs MPL, bah, ils sont obligés de s'affronter de manière un peu random avec une mise en avant de la part de Wizard qui est quand même pas exceptionnelle, bah, ça enlève un petit peu le côté exception de la chose, je trouve. Et c'est ça, moi, qui m'a un peu manqué dans ce système de ligue fermée. En tant que spectateur, évidemment, je pense qu'il y a aussi Bien sûr. des problèmes aussi en tant que joueur à ces ligues fermées, que ce soit le calendrier ou même le team building. Hein. Je pense que ça doit être super compliqué. Quand tu sais que tu es 24 joueurs MPL, je te dis une bêtise, que tu as la team Panthéon, ils sont peut-être 6, 7, 8, que tu connais les 8 decklists de tes potes, donc c'est-à-dire qu'un joueur sur 3, tu connais sa decklist, euh, bah, tu pourrais typiquement prendre le contre-pied et jouer la decklist qui bat 8 personnes sur le field. Alors évidemment, après, tu n'aurais plus de team de test parce que tu serais identifié comme un salopard, mais par exemple, pour un truc un peu plus rationnel, tes 7 collègues jouent Rogue, mais toi, tu es intimement persuadé que tu dois jouer Mono Red. Hmm. Comment tu fais? Comment tu fais pour faire valoir ça à tes coéquipiers et comment tu fais pour faire valoir que tu n'as pas envie de jouer mono red pour spécifiquement être dans un spot où tu as 7 match-ups favorables identifiés, mais juste parce que tu penses que sur le week-end, c'est le bon deck à jouer. C'est super compliqué parce qu'on sait que
Magic, c'est quand même un jeu qui se prépare en équipe, quoi. Et ça, je pense que les League Weekends, c'est une situation qui doit être super dure à aborder pour les joueurs professionnels. Oui, et puis par le passé, on aurait pu plus facilement imaginer que tu sois fou. Pour un Pro Tour, tu choisis un deck différent. Je sais que par exemple, Louis Deltour, il faisait ça régulièrement. Il disait non, je vous emmerde, moi je veux jouer contrôle, et il jouait pas la même chose que ses coéquipiers, et c'était fabuleux. Alors que dans ce système, j'ai l'impression que ces gens, ils vont au travail, ils ont des réunions de travail, ils peuvent pas, vu que dans 2 semaines, ils auront un autre test avec un autre tournoi de ligue, et bah tu peux moins facilement te permettre des choses flashy et incroyables finalement. Ah bah, c'est clair, quand tu vois la pression qui est mise sur les joueurs et l'impact des points gagnés pour chaque match que tu joues, bah, tu pas trop le droit d'innover, tu pas trop le droit de tester des choses. Après, globalement, les meilleurs joueurs du monde, hein, les joueurs Hall of Famer, les joueurs nouvellement, ceux qui sont MPL actuellement, c'est pas des gens qui prenaient des risques non plus. C'est-à-dire que s'ils amenaient une decklist surprise à un Pro Tour, c'est qu'elle avait été identifiée comme puissante, validée et testée, globalement. Et C'est vrai. c'est pas des gens qui se vautrent souvent, quoi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas très mis en avant par Wizard, c'est les week-ends, donc peu de gens les regardent. Aussi, moi je trouve qu'il y a un côté presque voyeuriste de regarder ces gens s'affronter pour garder leur travail. C'est un petit peu un feel bad en tant que viewer. Est-ce que tu partages ce point de vue? Mais c'est un point que j'ai noté, donc c'est marrant que tu en parles, c'est qu'on se rejoint totalement là-dessus. Encore une fois, quand ça a été annoncé, en tant que spectateur, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à, bah super, je vais voir les meilleurs joueurs s'affronter et ça va être cool. Et en fait, non, il y a un côté feels bad qui a notamment été vraiment poussé à son extrême par le dernier League Weekend, où on a appris que des gens étaient relégués en Rivals League. Je pense notamment à Raphaël Lévy, pour qui nous, en France et surtout avec PL, on a beaucoup d'affection parce que bah, il vient, il donne au public français, il vient dans le chat pendant les casts, il vient carrément caster avec nous lors des top 8 quand il malheureusement fait pas top 8. C'est quelqu'un qu'on suit, qu'on connaît, avec qui on échange. Et c'était horrible de le voir échouer comme ça en direct, d'être obligé en plus de streamer une performance bah, qui était pas à la hauteur de ses compétences, entre guillemets. Et du coup, en direct, devant quelques viewers en plus, parce que forcément l'audience, elle est complètement morcelée. Euh, Bah, te voir être relégué en Rivals League comme ça, c'est un moment qui a été juste désagréable. Moi, je l'ai suivi ce moment-là parce qu'on était tous derrière lui. On avait envie bah, qu'il reste en MPL pour le coup. Et je pense que c'était dur à vivre pour les joueurs et c'était aussi dur à vivre pour les spectateurs qui mettent de l'émotion là-dedans, quoi. Et il y a un côté un peu voyeuriste et en même temps qui pouvait être assimilé à du palpitant. Je pense que ça sera le cas des Gauntlets. Je veux dire, si là on est choqué par les League Weekend et on peut l'être, hein, le Gauntlet, là où tout va se jouer et où les gens vont potentiellement, je pense à des joueurs Rivals League, perdre leur travail et se retrouver challenger, ça va être bah, très compliqué. Après, si ce côté voyeuriste, c'est un truc qui marche bien à la télé, quoi. C'est aussi très palpitant quelque part. Donc, Ah oui. à voir quelles sont les ambitions de Wizard. Mais c'est vrai que nous, en tant que spectateurs, c'est pas aussi bien que ce que ça disait sur le papier, quoi. D'accord. Intéressant tout ça, et il y a beaucoup de spéculations bien sûr en ligne et puis dans nos cercles privés sur comment améliorer les choses. Est-ce que toi tu as un avis sur ce qu'on pourrait faire pour que cette expérience soit meilleure pour tout le monde? Ouais, bah, je pense que déjà pour les systèmes des ligues, des weekend league, je pense qu'il faut arrêter d'obliger les joueurs à streamer leur POV. Il faut faire un cast classique où tu récupères du coup une table filmée, où tu demandes à des gens de streamer sur Discord pour pouvoir prendre leur POV et tu fais un cast officiel où les gens bah, regardent le match que tu as décidé de mettre en table filmée, comme pour un Pro Tour classique en fait. Demander à tous les gens de streamer leur POV pour que les viewers puissent aller à droite, à gauche, regarder. C'est bien dans l'idée à la base, mais en termes déjà de retombées, en termes de vues, en termes de vitrine, c'est plus intéressant sur Twitch et pour les annonceurs et compagnie pour voir un petit peu la notoriété de Magic. C'est plus intéressant d'avoir un stream à 10 000 spectateurs que d'avoir 80 streams à 200 ou à 150 ou à 50. Tout à fait. Ça n'a quasiment aucun intérêt. Ça crée un très mauvais feeling pour les joueurs qui ne perfent pas sur le moment. Et c'est normal, hein, s'il y a des gens qui gagnent, il y a aussi des gens qui perdent pendant ces League Weekends. Ça crée un moment désagréable. Ça je pense qu'il faut l'arrêter. Je pense qu'il faut aussi diminuer le rythme, en fait. Oui.
comme je te disais, on perd de l'exceptionnalité. Moi, j'ai envie que Gabriel Nassif contre Paulo Vitor da Rosa, ça soit rare, un moment comme ça. Un combat de légende. Ouais, il faut pas que ça soit un truc que tu vas avoir de manière bimensuelle, 2 fois dans le mois, Ouais. un petit peu random, pas forcément en table filmée, mais tu as le droit d'aller voir sur la POV de Gab si tu as envie. Je pense que ça aussi, c'est un problème. Donc, je pense qu'il faudrait modifier le rythme. Puis, il faudrait aussi modifier peut-être la mise en avant. Enfin, moi, je les regarde, les Weekend League, mais qui les regarde? Est-ce que autant de joueurs les regardent que le Pro Tour? Pas tant que ça. Non. Je vais même te donner un exemple flagrant et frappant. Wizard nous demande pas de les caster, ces Weekend League. Alors qu'il y a un cast officiel à la base. Nous, avec PEL, on pourrait les caster, mais ils nous le proposent même pas, quoi. Toutes ces critiques que tu en fais sont tout à fait légitimes et je pense qu'on les partage tous, quoi. Actuellement, c'est pas incroyable, ça pourrait être pire, mais on peut faire mieux. Et du coup, tu as déjà présenté des pistes d'amélioration. Il y a aussi une marotte qui ressort, qui ressort sur Twitter, par exemple, et qui serait la solution providentielle, c'est le spectator mode. Ça va tout changer si c'était implémenté sur Magic Arena pour rendre le coverage et tout ça, ça réglerait tous nos problèmes. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, le spectateur mode, c'est quelque chose qui est attendu et qui serait bien. On va pas cracher sur un spectateur mode. Mais en termes de coverage, je vois pas ce que ça apporte. Je m'explique. Hein. Quand il y a un coverage de Pro Tour, c'est-à-dire qu'il y a une hyper-production avec un storytelling, avec des interviews, avec des moments entre les rondes, et tout ça, c'est la production de Wizard of the Coast. Et tout ça, c'est ce qui fait qu'un événement, il est intéressant à suivre. C'est pas juste les games qui sont joués ronde 1, ronde 2, ronde 3. C'est l'entièreté du storytelling qui est mis en place à côté. Le fait qu'au Caldem Championship, on ait suivi énormément Arne Best et qu'au final, ça soit lui qui gagne le top 8. Ça raconte une belle histoire. Entre-temps, il y a des interviews et compagnie. Si demain, tu permets à des co-streams, donc à des co-casts comme le nôtre avec PL, de s'affranchir totalement du cast officiel et d'aller spectate seulement les joueurs qu'on veut, ah bah c'est trop bien, on va avoir tout le temps des Français en table filmée. Mais on n'aura absolument pas le storytelling et l'hyperproduction parce que nous, on n'a pas les moyens d'avoir ces fameuses interviews et d'avoir ces espèces de... Tu sais, des fois, ils font des patchwork, des petites histoires, des trucs sympas, en fait, pendant le coverage. C'est des trucs qu'on aime, ou alors des desks explicatifs et compagnie. Bah, nous, on n'aura pas les moyens d'avoir ça et du coup, on y perdra forcément en qualité. Donc, le spectateur mode, je pense que c'est un truc de créateur de contenu. Je pense que c'est trop bien, justement, pour créer du contenu. C'est super bien pour les tournois communautaires. Évidemment, demain, nous, on fait un tournoi Valley PL. C'est la folie d'avoir un spectateur mode. Beaucoup plus simple que de demander les gens de stream sur Discord et compagnie. Si tu es aussi un fan de compétitif et que tu as la chance, je sais pas moi, d'avoir un joueur MPL dans tes amis, effectivement, tu peux aller scouter ce qu'il fait sur le ladder. Il y a un petit côté sympathique. Mais globalement, pour du coverage de Pro Tour, on s'en fout du spectateur mode. Ce qu'on veut, nous, c'est que la prod de Wizard soit de qualité, quoi. Oui. Et c'est la prod de Wizard qu'on regarde. Nous, avec PL, on commande juste en français. On refait pas la prod, en fait. D'accord. Et si la prod est bonne, il n'y a pas besoin de changer ça, quoi. J'imagine que s'ils voulaient rester sur le même rythme de Weekend League, effectivement, le spectateur mode, par contre, ça permettrait d'aller suivre tes compétiteurs préférés sans les obliger à streamer. Mais encore une fois, l'intérêt pour Wizard et l'intérêt de la visibilité sur Twitch, c'est que tout le monde soit sur l'événement principal. Oui, le but c'est de faire un show en fait. Exactement. Aller voir à droite, à gauche, ça fait pas un aussi bon show que lorsque Wizard crée un événement pour nous, quoi. Nous, avec PL, on préfère que tous les Français soient sur le stream officiel français lorsqu'on caste, plutôt que tous les Français aillent regarder avec le spectateur mode leur joueur préféré. C'est quand même plus sympa. Je pense aussi. Bah, merci beaucoup. Vraiment, je pense qu'on a fait un petit tour tout à fait formidable de l'Organized Play du point de vue des viewers et des casters. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter là-dessus ? Ouais, j'ai un dernier truc aussi qui me peine un peu sur la temporalité de la mise en place des tournois. Ça, c'est un truc, je sais que je suis pas le seul à le penser, qui est un peu revenu. Je sais pas pourquoi, et c'est notamment depuis la situation sanitaire du Covid. Au niveau calendrier, ils nous foutent donc ce qu'ils appellent les Mythic Championship, mais c'est les Pro Tours globalement. Ils nous les foutent en fin de format. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ça fait, donc je crois depuis un peu plus d'1 an maintenant, que l'entièreté des championships qui sont proposés sont à des périodes où le format est résolu. Alors c'est très bien, hein, il y a des joueurs qui adorent les formats résolus, ça permet de mettre en avant ton niveau de joueur et
et ton méta-calling, si je puis dire. Mais nous, ce qu'on adore en tant que spectateur, c'est la surprise. C'est voir la team des Américains apporter un deck que personne n'avait vu avant. Et carrément, nous, avant, dans notre cercle fermé, on parlait même de la vérité du Pro Tour. C'est-à-dire qu'une nouvelle extension en standard sortait. On se disait, putain, dans un mois, il y a le Pro Tour, on va savoir. On va savoir quels sont les meilleurs decks, quoi. Et là, actuellement, au moment où le Pro Tour arrive, on sait déjà quels sont les meilleurs decks. Et ça enlève un petit peu de hype et de surprise. Donc ça aussi, moi, personnellement, en tant que spectateur, en tant que caster, j'aimerais bien qu'ils revoient la timeline, quoi, la temporalité. D'accord, eh bien c'est dit. Et j'enverrai directement à Mark Rosewater tout. les recommandations de ValetPL. Je pense qu'il a dû en recevoir d'autres personnes Ouais, je pense qu'il bien n'en plus haut manque pas. placées, j'imagine. Même si ce n'est pas son travail, il doit les recevoir, les suggestions. Mais en tout cas, je pense que c'est important quand même qu'on fasse régulièrement ce genre de bilan. Et qui sait, peut-être que en consolidant nos idées comme ça peut plus facilement remonter aux oreilles de Wizard. Merci vachement pour tous ces retours. Et où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets, Val ? Alors, vous pouvez nous trouver sur notre chaîne YouTube ValetPL Magic Arena FR. Vous pouvez nous trouver aussi assez régulièrement sur Twitch, quasiment tous les jours, sur twitch.tv Val_PL_Magic Arena FR, tout collé. Et après, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Discord, sur Facebook, sur tous les réseaux globalement. On a ou une page ou un réseau sur lesquels on est actif et où on parle de notre actualité. Eh bien, tous les liens seront dans la description. Merci encore, Val. C'était super de t'avoir à nouveau et à bientôt. À bientôt, merci à toi. Merci d'avoir écouté ce grand Café Magic et à la semaine prochaine.